Yes. Eh ben, allez. Vamos. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Alex dans le podcast. Donc, je suis super content de l'accueillir, surtout que ça faisait un petit moment que je voulais qu'il vienne dans le podcast. Donc, Alex, j'ai une première petite question déjà à te poser. Est-ce que tu te souviens quand et comment on s'est rencontrés? Ouais. Ouais, Salut tout le monde. Ouais, on s'est rencontrés ici ouais, c'est ça. à une soirée IMO que j'avais organisée. On est au théâtre. Bon, je pense que j'en parlerai peut-être plus tard. Mais ouais, on s'est rencontrés il y a, je sais pas, il y a 4 ans, non? C'était en 2022, j'ai regardé. Fin Ok, 2022. 3 ans. 3 ans, 2 ans. Ouais. Et depuis, il s'est passé pas mal de choses pour l'un et l'autre. Voilà, exactement. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Alex, j'aimerais qu'en une minute, mais vraiment, tu vois, une minute, après on rentrera dans le détail de ton parcours, mais qu'en une minute, tu nous dises bah, qui es-tu, quel âge as-tu et qu'est-ce que tu fais? Ok. Donc Alex, j'ai 33 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Ouais, On va dire au sens large, je suis un passionné d'immobilier. J'ai plusieurs activités qui toutes tournent autour de l'investissement immobilier. Donc investissement locatif, une petite société de marchand de biens, euh, une société de clé en main en cours de création, mais je fais ça déjà depuis 2 ans également. Et pour finir, une société de travaux et un théâtre avec ma femme où on a les murs et c'est sa passion aussi. ok, Voilà, trop moins bien. d'une minute même. Allez, bah top. J'aimerais que tu nous dises maintenant si tu as une ou des personnes qui t'ont inspiré au cours de ta vie, et si oui, pourquoi? Non, pas forcément. Non, pas forcément. On va dire que fut un temps sur les réseaux il y avait des personnes qui étaient assez influentes sur l'investissement immobilier et qui donnaient des idées, enfin qui enlevaient surtout les fausses croyances. On va dire que ça a pu être inspirant, mais sinon pas particulièrement euh, dans mon cercle pro, pas particulièrement. Ok. Et deuxième question, est-ce que tu as des valeurs auxquelles tu tiens? Des valeurs qu'on t'a transmises, des valeurs que tu as apprises tout au long de ton parcours? Des choses qui te tiennent à cœur en fait? J'essaie d'être le plus juste. J'ai des valeurs de travail déjà. J'ai Ouais. toujours beaucoup travaillé. Et puis, c'est beaucoup plus facile quand même de beaucoup travailler quand on aime ce qu'on fait. Mais j'ai quand même toujours travaillé. Même quand j'ai été salarié, je comptais pas trop mon temps. Et j'essayais d'être le plus investi possible. L'image aussi véhiculée par le travail est super important. Donc, c'est aussi ce qui fait qu'il faut travailler beaucoup souvent. Donc on va dire des valeurs de travail et sinon des valeurs niveau humain, on va dire que j'essaie d'être le plus juste possible, d'être le plus droit, de pouvoir croiser tous ceux avec qui j'ai fait des affaires dans le temps et on y est C'est parce qu'on a ça. travaillé ensemble avec Romain et Philippe sur un projet clé en main. Mais voilà, l'idée c'est vraiment que je vais être le plus propre possible et d'essayer de rendre un travail le plus qualitatif possible. Euh, voilà, on va dire que c'est mes valeurs. J'essaie d'être le plus bienveillant possible, même si c'est pas toujours facile, surtout dans ce milieu de travaux, on va dire. Mais oui, Ok. faudrait que je te demande à toi, Ouais. mes valeurs. Bah, j'aurais dit travail, ouais. Travail, et puis surtout, comme tu dis, tu vois, le fait que tu es vachement attaché à la qualité de ce que tu fais, pour pouvoir croiser les gens avec qui tu bosses derrière, parce que, mine de rien, en fait, avant d'être ton client, en fait, on était copains, voilà, on se fréquentait, donc c'est vrai que tu vois, autant quand t'as des potes, tout va bien. Par contre, travailler avec des potes, tu vois, des fois, ça peut très mal finir. Donc, donc après, je pense qu'on en reparlera, mais ça mettait peut-être un petit peu Un de peu de pression, pression, ouais. surtout pas vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis du mec qui me sert d'associé, Ouais. qui est pointilleux au possible. Non, mais ça s'est plutôt bien passé en confiance. Ouais, après, enfin, ouais, j'aime bien travailler en confiance aussi et j'ai une notion du service où je trouve que c'est super important. J'ai toujours été commercial dans le service, pas spécialement dans le produit, où c'est important de créer des relations humaines aussi et j'adore ça. Et c'est ce qui me fait vivre aujourd'hui. Et si je pouvais gérer qu'une partie, ce serait de toutes mes activités, ce serait l'humain, de gérer les relations clientèle. Voilà, c'est ce qui me fait un petit peu vibrer aujourd'hui, quoi. Et puis j'aurais même rajouté, tu vois, réactivité. Et je trouve que t'as pas peur aussi de mettre les mains dans le cambouis, ou bah, Ouais, notamment au cours de la négo, machin ou quoi, où tu rappelles les agents, etc. ouais, En tout cas, c'est ma vision, tu vois. ouais. Je pense qu'aujourd'hui, mon métier, enfin, sur toutes mes activités, mon job, c'est de trouver des solutions. J'ai des problèmes toute la journée et mon job, c'est de trouver des solutions à chaque problème. C'est pas toujours facile.
Ça convient pas à tout le monde tout le temps, mais voilà, c'est essayer de trouver un maximum de solutions aux problèmes qu'on rencontre. OK, bon, bah, c'est cool. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, j'ai axé le podcast, en fait, en 3 parties, en fait, tes 3 activités, enfin 3 ou 4 même activités que tu fais. Mais avant d'en parler, j'aimerais que tu nous dises un petit peu le parcours que tu as eu au niveau voilà, ton parcours scolaire, parcours, on va dire dans le salariat. Qu'est-ce que OK. tu as fait? Déjà, j'ai fait un BTS en alternance dans les échafaudages, donc ça m'apporte pas trop aujourd'hui, et encore que je vais faire des travaux pour mon ancien patron prochainement, donc comme OK, quoi, voilà. nickel. Euh, j'ai fait un BTS en alternance. Ça n'a pas été facile parce que la rentrée dans le monde du travail, pour moi, je trouve que c'est quand même quelque chose de compliqué. Tu rentres, t'as pas de valeur de travail. Enfin, même si t'es motivé, tu sais pas trop comment ça fonctionne dans une entreprise. Donc, je pense que c'est pas facile de rentrer dans le monde du travail. Et du coup, l'alternance, ça a vraiment été top pour ça. Donc, 2 années d'alternance là-dedans. Euh, et après, j'ai arrêté. Donc, j'ai fait un BTS que j'ai obtenu en alternance. J'ai arrêté. Sur le coup, j'ai un peu regretté parce qu'avec un BTS aujourd'hui, c'est super compliqué de trouver du boulot. Et du coup, j'en ai pas trouvé. Et je suis rentré dans une boîte, tu sais peut-être pas tout d'ailleurs. Je suis rentré dans une boîte en tant que livreur parce qu'il OK, fallait rentrer de l'argent pour payer les sorties du week-end, on va dire, les extras. Et j'ai évolué petit à petit dans cette boîte. C'est une boîte une blanchisserie. OK, Donc j'ai été livreur, préparateur de commandes, magasinier, enfin voilà, poseur, c'est-à-dire que je posais des essuie-mains, des savons, des papiers toilettes, tout ça. Et puis petit à petit, vu que ça s'est bien passé, toujours relation humaine assez cool avec la directrice, et du coup j'ai évolué, je suis passé commercial sédentaire, puis ingénieur commercial. Bon, ingénieur, je vois pas trop pourquoi ingénieur, mais c'était l'intitulé du poste. OK, Donc ingénieur commercial, et après j'ai changé de boîte. Donc ça, j'ai fait peut-être une dizaine d'années dans cette boîte, un peu moins. Et ensuite, j'ai été dans une boîte leader mondial du marketing olfactif, responsable commercial de toute la région Rhône-Alpes et Suisse. Donc là, j'étais un peu autonome, je gérais mon business et j'allais prospecter des hôtels de luxe, des magasins pour leur vendre une identité olfactive qui, je trouve, peut avoir du sens d'ailleurs sur de la location courte durée ou des choses comme ça. L'idée, c'était vraiment l'expérience client. Et aujourd'hui, je pense que même dans ce que je fais, c'est super important de faire vivre quelque chose de sympa à nos locataires ou à nos voyageurs. Donc ça, c'était jusqu'à 2020-19. Après, on a eu une petite fille qui a eu des soucis de santé, donc ça n'a pas été facile à gérer avec le Covid. OK. On en a eu ras-le-bol et du coup, on a vendu notre maison. J'avais investi en parallèle de mes différents jobs il y a une dizaine d'années. J'avais acheté un puis deux biens sans vraiment trop maîtriser le sujet, mais sans réel objectif aussi. Et en 2020, on a vendu notre maison, on a pas mal investi dans l'IMO, on a récupéré une belle plus-value parce qu'on était sur un secteur qui avait beaucoup pris, et on a fait full IMO, marchand de biens, achat-revente sur des petites surfaces. On va dire que j'achetais 60, je faisais 10-15 de travaux, je revendais 80-90, donc des petites marges, mais qui donnent confiance et qui permettent de faire un petit peu des projets sympas visuellement, en mettant un petit peu la main à la pâte. Et quand on a vendu notre maison, on a réinvesti assez fort pour profiter de la capacité d'emprunt, et on a acheté 2 immeubles à l'époque, ce qui nous faisait une douzaine de lots. Et j'avais quitté mon job pour pouvoir partir en tour d'Europe. Donc on est parti que 3 mois, malheureusement, parce que notre fille a eu des soucis de santé qui sont rentrés dans l'ordre assez rapidement derrière, mais pas facile à gérer. Et on est rentré, on n'avait plus de maison, plus de boulot, pas facile, mais bon, on a de la chance d'avoir un endroit où on a pu loger grâce à nos parents. Donc on a pu se retourner comme ça. Et c'est à ce moment-là où, avec ma femme, on s'est regardé dans les yeux, on s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On avait des passions, mais on savait pas comment faire notre quotidien. Et moi, j'avais rencontré Julien, que tu connais bien, Ouais, OK. qui a la Motte, sur un séminaire, je sais plus en quelle année, et il m'a proposé du coup d'ouvrir Artae, donc c'est de l'investissement immobilier clé en main sur la région lyonnaise. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ma femme a toujours été prof de théâtre, et
dit, bah, j'aimerais bien ouvrir mon théâtre. Donc, on s'est mis en mode entrepreneur, business plan, et on a trouvé directement un théâtre à Villefranche-sur-Saône, dans lequel on est aujourd'hui avec Romain pour enregistrer ce podcast, qu'on a acheté, du coup, à l'époque. Pas facile de faire valider le projet à la banque qui nous a demandé un apport assez conséquent. Donc, on a dû arbitrer un ou deux biens qu'on avait achetés, les premiers qu'on avait achetés pour récupérer du cash et les mettre en apport. Et donc, voilà, on vivait chacun de nos passions. Donc, moi, l'investissement immo clé en main, ma femme, le théâtre. Donc, elle a une centaine d'élèves aujourd'hui, 3 ans après, plus une programmation artistique. Donc, j'ai appris pas mal de choses aussi parce qu'il fallait monter le théâtre pour pouvoir recevoir du public, les normes, etc. Et donc j'avais toujours en parallèle ma société de marchand de biens où j'ai fait un projet où j'ai perdu pas mal d'argent récemment aussi. J'ai réussi à rebondir là, en faisant un plus gros projet, un immeuble à diviser. Et plus récemment, donc l'année dernière en 2024, j'ai monté une société de travaux avec un ami d'enfance qui est aussi mon électricien sur tous les projets. On s'est rendu compte qu'on avait des valeurs communes et commerciales, on va dire, et humaines, Ok. ouais, sur le travail rendu, sur notre vision commerciale du truc. Et on s'est aussi rendu compte qu'on avait vraiment une vision inversée à beaucoup d'artisans, ou réactivité, on nous demande un devis, on essaie de le faire plus rapidement possible. Là, dernièrement, j'ai chiffré un devis, je suis allé le visiter, le lendemain, j'ai envoyé le devis. C'est des choses qui donnent des bons indicateurs, je pense, pour les clients, et du coup, on arrive à bien tourner grâce à ces valeurs, pardon. Donc, cette société, elle a été créée récemment, et là, on est en train de se structurer parce qu'on a pas mal de volume, moins de temps de notre côté. Donc, il faut qu'on arrive à délivrer un travail de qualité quand même. Donc, l'idée, c'est qu'on arrive à se décharger de la partie de gestion de travaux. Donc, on est en train de recruter un conducteur de travaux, internaliser aussi des équipes peut-être pour gagner en coût de revient et pouvoir en gros gérer les travaux sur un futur très proche, les travaux de Artae, qui est la société clé en main avec la société de travaux de G-Rénovation. Donc voilà. Et encore plus récemment, et c'est même pas encore vraiment le cas, on est en train de s'associer avec Julien, qui est le fondateur de Artae, qui est en région toulousaine, pour monter une antenne à Villefranche, de clé en main, pour pouvoir accompagner un maximum de clients. Parce qu'aujourd'hui, la problématique que j'ai, c'est plus une problématique de temps que de prospects. Et du coup, je faisais un petit peu de la rétention de prospects pour pouvoir délivrer un bien fini dans un temps raisonnable. Si c'est pour rentrer des clients et leur rendre un bien terminé 18 mois après, il n'y a pas trop de sens. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'on se structure et pour créer un nouveau modèle économique qui puisse me permettre de sous-traiter une partie, de m'entourer et potentiellement de rentrer des nouveaux collaborateurs sur des régions sur lesquelles, enfin sur des régions non, sur des villes sur lesquelles on n'est pas aujourd'hui et que je maîtrise pas et sur lesquelles je préfère pas envoyer des clients, comme Roanne, comme Bourg, comme Bourgoin. Enfin voilà, il y a plein de petites villes sympas autour de Lyon sur lesquelles j'envoie pas de clients parce que je maîtrise pas et je préfère pas envoyer des clients sur des secteurs que je maîtrise pas. Donc voilà, on est en train de se structurer sur pas mal d'activités qui vont me permettre de pouvoir dégager du temps pour être focus sur là où j'estime que je suis le meilleur dans la relation client. Et c'est ce que j'aime le plus faire, en tout cas, pour développer des partenariats, des nouveaux clients. Enfin voilà. Ok. Moi, Donc t'as dit. c'est assez large. Voilà, au milieu de tout ça, j'ai mes bureaux au théâtre du coup, et puis le théâtre c'était vraiment un projet de vie où on se voyait avec nos enfants les soirs de spectacle. Je fais le guichet avec les enfants, on fait les portes, la buvette. Voilà, c'est vraiment un vrai projet de vie et on a vraiment deux jobs qui nous passionnent aujourd'hui et c'est vraiment cool. Voilà. Bah écoute, hyper intéressant. T'as dit pas mal de choses. Moi, ça percute. J'aimerais qu'on fasse, voilà, on va diviser déjà première partie sur la partie locative. Donc tu disais que tu as démarré en fait le locatif sans forcément d'arrière-pensée, enfin, ou te dire je vais quitter mon job. C'était, Ouais. tu disais une dizaine d'années, c'est ça à peu près? C'était de mémoire, c'était en 2016 le premier. Ouais. Et Ok. vraiment sans arrière-pensée. Je sais pas. C'était quoi Je me tu? revois. C'était un studio à Villefranche déjà loué. Ok.
pas très propre. Enfin voilà, ce que je referais vraiment pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ma stratégie pour mes clients, c'est plutôt de prendre un truc pourri, mais de le refaire entièrement pour valoriser le truc. Donc c'est vraiment l'inverse que j'ai fait. Euh, et du coup, on a eu quelques soucis avec les locataires. Enfin, rien de foufou, mais souvent, j'aime bien dire qu'on a les locataires qu'on mérite. Et du coup, bah là, pour le coup, le logement n'était pas tip top. Donc ça s'est pas passé comme ça se passe aujourd'hui. Ok. Un premier, puis un deuxième, une sortie de Pinel à Villefranche, où là, pour le coup, ça a été beaucoup plus facile. On a fait tous les travaux, on a rénové, loué assez haut. Voilà. Et puis après, les deux immeubles, tout en meublé. Donc les 2 premiers apparts, les as achetés quoi, en nom propre, c'est ça? J'ai tout en nom propre, Tout en nom tout en propre? LMNP Ok, aujourd'hui, sauf le théâtre. Mais ok. Et du coup, les 2 immeubles que tu as fait par la suite, on va peut-être faire plus un focus là-dessus, parce que là, les immeubles que tu as achetés, c'était vraiment dans le but, en fait, d'avoir des revenus, c'est ça, pour pouvoir partir en tour d'Europe, non? Ou pas forcément? Non non, plus? pas spécialement. C'était plutôt pour créer du patrimoine. J'avais Ok, bien compris l'effet de levier, la capitalisation, de se dire, bon, bah, mes locataires me remboursent X euros de capital par an. C'était plus dans cette optique-là. Pas spécialement de quitter. Quitter, ça s'est un peu fait par la force des choses. J'avais même demandé un congé sans solde. Donc non, c'était pas spécialement pour arrêter. Après, la vie a fait que ça s'est arrêté et que voilà. Mais c'était pas vraiment pour se dire bon bah c'est bon, j'ai un cash flow suffisant. ok. L'idée c'était même pas d'arrêter. Donc non, c'était plus en complément de revenus et puis surtout la passion qui a fait que je voulais vraiment continuer d'investir. Et le dernier, en gros, j'ai acheté, même, je me rappelle, on était à Amsterdam, j'étais dans le camping-car et j'avais déjà plus de CDI. C'était vraiment histoire d'optimiser l'endettement avant que je sois plus trop finançable. Ok, Donc, sinon, j'aurais pas acheté ce projet-là d'ailleurs. Mais bon, voilà. C'était ok. vraiment d'optimiser l'endettement. Donc du coup, tu disais donc les 2 premiers lots, derrière, tu as acheté donc 2 immeubles, au total, ça faisait une douzaine de lots, c'est ça, tu Ouais, disais? c'est ça. Donc c'est 12 autres, parce que j'en ai acheté aussi un autre appartement par la force des choses bah, que j'ai revendu à Vincent. Ok, oui. Ouais, là, très récemment. Et ce truc, je le voyais sur le bon coin. Je me disais, mais il est pas cher, comment ça se fait, machin. Je me suis dit, bon, bah, allez, je vais aller voir. Et du coup, j'ai visité, j'ai fait une offre et on a acheté. C'était un petit truc tout petit, quoi. Ok. T'as un immeuble du coup dans la même ville, c'est ça, non? Ou pas du Ouais, tout? à côté. Ouais, c'est Et ça. l'autre, c'est pas loin de chez moi, c'est ça? Exactement. Ok, Dans la Loire. Ouais. ok, Pas à Saint-Étienne, mais dans la Loire. Donc, sur un secteur quand même qui prend un petit peu en valeur. ok. Est-ce que tu te souviens à peu près des prix d'achat de, on va dire, Ouais. tous les apparts? Ouais, ouais, tout. Euh, je dis quoi? Parce qu'il y en a pas mal que j'ai revendu. Ouais, ouais, vas-y. Que je En dise fait, tout? ouais, au démarrage, ouais. Ok. Histoire d'avoir un ordre d'idée. Le premier, je l'ai acheté 40 000 euros Putain, à Villefranche. Ouais. il n'y a plus des Ça tarifs comme existe ça. vraiment plus. Pour 27 mètres carrés, aujourd'hui, dans le même état que je l'ai vendu, ça vaudrait 90, je pense. Ok, ouais, le double. Ouais. Donc j'ai acheté 44. On a fait quelques petits travaux avec père et beau-père. Je me rappelle juste avant, au tout début du Covid, pour le revendre un peu plus optimisé, parce que c'était vraiment pas top. Donc on a dû mettre peut-être allez, 2000 balles de travaux au max du max, allez, peut-être 3. Donc on a refait une petite salle de bain, mais pas au minimum, hein. Pas ouf ouf, mais pour avoir un truc sympa quand même visuellement. Donc 3000 de travaux et puis je l'ai revendu 77 000. Joli. J'avais pas fait les choses dans l'ordre parce que je me rappelle que j'avais pas mis de photos pour vendre alors que ça aurait pu être valorisé plus le bien. Enfin bref, voilà, 77. Le second, je l'avais acheté 66 en sortie de Pinel, donc à un mec de Marseille qui avait jamais vu le truc. Je l'avais acheté 66 000 pour 30 mètres carrés dans une résidence de 2010, donc assez neuf, avec un garage. Je l'ai revendu 118 Putain, joli. en faisant, je sais pas, j'ai dû faire pareil 3000 balles de travaux. Peut-être même pas. C'est le forfait. J'avais même fait financer les meubles, enfin c'était la bonne époque. Ensuite, le premier immeuble, 5 logements, j'ai pas les chiffres exacts, mais je crois que je l'ai acheté 215 en gros travaux, plus tout meuble et tout. Ça m'est revenu à 250. Ok. Aujourd'hui, je dois avoir entre 2002 et 2004 de loyer par mois. 2002-2004. Et ça te coûte, de toute façon, 250 à Ça me l'époque. coûte 1000 euros. 1100. Putain, c'est beau ça. Ouais. Mais ouais, après, en ce moment, j'ai pas trop le temps de m'en occuper, donc j'en ai qui sont vides. Enfin, voilà, c'est pas très, J'ai- pas ouf, mais C'est bon, c'est comme le... ça. c'est l'immeuble qui est proche de chez moi, non?
ou Non, pas? Non? non, non, Parce que j'ai déjà vu un de tes apparts, celui-ci aussi, j'ai vu un de tes apparts. celui-ci aussi, il y en a 2 qui sont vides, mais bon, mon focus actuellement, il est sur d'autres sujets. Donc voilà pour celui-ci. Putain, je vais donner les chiffres de celui de Vincent, du coup. Ouais, vas-y. En même temps, je pense il est content d'avoir acheté quand même. J'avais acheté, c'était un 35 mètres carrés que j'avais acheté 31 000 euros. OK, putain. J'ai fait 5 000 euros de travaux et je l'ai revendu là récemment 70 000. Ouais, j'allais dire 65, 65, 70, ouais. ouais, 65, 70. Ouais. Voilà. Et le dernier immeuble, je vais avoir un coût de revient à 200 000 euros. Il y a trois T2 et un local commercial. Et j'ai, quand c'est tout loué, mais ce qui n'est pas le cas actuellement, j'ai 1500 euros de loyer, à peu près. 1500 Ouais. pour, Mais celui-ci, pas top. Il y a qu'un compteur élect. Donc là, je suis en train de voir pour viabiliser avec Enedis, ça coûte un bras. Mais bon, voilà. Pas idéal, mais comme je disais, c'est celui que j'ai acheté juste avant de quitter mon CDI. Donc, il fallait que je fasse un projet. Je l'ai fait. Je regrette pas parce qu'aujourd'hui, je pense que ça vaut au moins 250 000, je pense. Et voilà, il faudrait juste que je le loue, mais OK. Et voilà. l'idée c'est quoi? C'est, parce que là, du coup, en fait, je pense que c'est pour ton activité de marchand ou en fait, tu revendu des appartements? Ou pas forcément? Ouais, pas spécialement. Pas C'était pas par spécialement? Plus par opportunité opportunité, ouais? pour financer le théâtre. Ouais. Où on a eu beaucoup d'apports ouais. Moi, ma vision, j'ai une vision de l'immobilier que enfin, ça dépend. Il y en a peu qui partagent. Enfin, ça dépend. Je pense qu'il y a des avis mitigés là-dessus, mais moi, je pense que pour faire grossir la boule de neige, il faut arbitrer. Aujourd'hui, arbitrer un appart. En fait, par exemple, tu vois, pour parler du bien de Vincent, j'avais, je crois, 200 euros de cash flow par mois, OK. mais je remboursais 100 euros de capital par mois. Donc, allez, on va dire 1500 euros de capital à l'année. Aujourd'hui, pour moi, ça, c'est le plus important. Et je gagnais en fait quasiment pas d'argent. Et le seul moyen de gagner vraiment de l'argent avec ce bien-là, c'était de le vendre Oui, pour faire la plus-value, quoi. ta plus-value Tu vois? plus, ce que tu as amorti, du coup, Ouais, c'est ça. en une fois, tu as pris peut-être, des années Ouais, exactement. de Donc ça a été loyer. ma vision. Voilà, aujourd'hui c'était plus pour me sécuriser aussi parce que j'ai d'autres projets peut-être qui peuvent me demander de l'apport. Enfin voilà, lancer des activités, c'est pas toujours payant tout de suite. OK. On va pas se rémunérer tout de suite sur la société de travaux. On pourrait, mais on laisse du cash pour pouvoir embaucher, avoir une année d'avance. Enfin voilà, il y a une stratégie où il y a besoin quand même d'avoir un petit épargne de côté au cas où. Et voilà, pour ça, celui-ci, c'est pour ça que je l'ai arbitré. Donc là, il te reste tes 2 immeubles pour l'instant, 2 c'est ça? immeubles, ouais, c'est Enfin, ça. plus, le théâtre, mais les immeubles, c'est quoi l'idée? C'est, les conserver ou les vendre? Si j'avais dû les vendre, j'aurais dû les vendre avant le projet de loi finance. Là, maintenant qu'il y a l'amortissement qui re-rentre, bah, voilà. J'ai pas vraiment de stratégie. Je pense que celui qui est vers chez toi, il faudrait que je le vende OK. rapidement. Mais pour ce faire, il faut que je viabilise tous les lots, ce qui demande un peu de cash. Donc, j'ai pas de vision là-dessus. Je sais pas OK. du tout. Et pour le locatif, hormis le théâtre, parce que le théâtre, on va dire, c'est plus un projet pro que du locatif pur. Est-ce qu'il y a un projet pour lequel tu as un petit peu galéré au niveau du financement ou pas du tout? Chaque fois, Non. c'est passé, Non, non, c'est passé. Après, j'ai pas une bonne stratégie, hein. Aujourd'hui, je me dis que je suis trop endetté et que je peux plus trop acheter. Mais en fait, je suis pas multibancarisé, j'ai qu'une banque, donc forcément, c'est pas optimisé. Mais à l'époque, j'avais une conseillère qui m'avait fait confiance. Bon, après, c'était la bonne époque aussi avec le taux d'endettement différentiel et les ouais. taux bas, donc c'était beaucoup plus facile de faire entrer des financements. J'avais un salaire qui était aussi confortable à l'époque. OK. Bon, après, ma femme, elle est quand même intermittente du spectacle aussi, donc pas si facile. Mais on a une vision aussi de se dire qu'on pérennise les relations en mettant les PNO. Là, on a ouvert un PER. Bon, je pense que je vais le fermer, mais voilà. On essaye de donner un peu en retour des choses qui peuvent faire plaisir à la banque et créer une relation de confiance. Je pense que ça a payé. Après, les relations aujourd'hui, c'est moins commercial qu'à l'époque. J'ai changé de conseillère. Mais bon, voilà. Donc, pour faire financer à l'époque, pas de souci particulier. Et pour faire financer, parce que justement, toujours en nom propre, tu as financé une RP il y a pas longtemps? Ouais. Tu pas galère, non?
Non, ça a été, Ça a été, ouais? ouais, ça a été. Non, Ouais, ça tranquille? a été, ouais. Ah bah, tu vois, j'allais te poser des questions, je pensais que ça allait être un peu la galère, mais OK, bon, Non. bah, c'est cool. Et maintenant, on va en venir au sujet, bah, du marchand. Comment tu as bifurqué, en fait, sur le marchand? Comment tu es passé du locatif au marchand de biens? Sur le premier projet où bah, j'avais fait une marge en faisant quelques travaux, etc., un peu en mode amateur, on va dire, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire. OK, Euh, pas en me disant que c'était facile, mais en me disant que sur des petits projets comme ça, en fonds propres, il y avait quoi faire, des projets sympas. Après, aujourd'hui, avec les charges que j'ai sur l'entreprise, parce que bon, l'avantage aussi d'une société, c'est qu'on peut remettre quelques charges, mais aujourd'hui, c'est plus des projets sur lesquels je pourrais aller, parce que gagner 15-20 000 euros sur un projet, c'est top, mais quand il y a des charges de structure, de comptabilité, de frais annexes, par exemple, je loue un bureau dans le théâtre aujourd'hui avec ma société, enfin voilà. Euh, Plus le temps avance et plus la société est chargée pour faire grossir, c'est quelque chose que je ferais peut-être moins aujourd'hui. Mais ouais, c'était des petits projets de rénovation-revente. C'est ça qui m'a. Voilà, j'aime bien transformer. Aujourd'hui, un bien qui est déjà rénové, ça m'intéresse un petit peu moins. Ce que j'aime bien, c'est optimiser soit les espaces, soit l'exploitation. Enfin voilà, de créer. L'idée, c'était de vendre un truc déjà clé en main au client, enfin à l'acquéreur qui se positionnait. OK. Et là, depuis le début, donc le marchand, tu as démarré quelle année, tu te souviens? Bah 2020, je crois. 2020? Ouais. Sur cette société, tu es à combien d'opérations depuis? 5. 5 On opérations? va dire. Ah non, 6. 6, ouais. On va dire trois petites, dont une qui a, enfin, trois petites, une moyenne qui a pas marché où j'ai perdu pas mal d'argent, et deux immeubles. OK. J'aimerais qu'on parle justement de l'OP qui a pas trop marché, enfin pas Ouais. trop, même pas du tout, où tu étais Mm. en moins-value. Du coup, si tu peux réexpliquer un petit peu le contexte et on va dire Les les, erreurs. bah, les erreurs ou en tout cas les leçons et les Ouais. enseignements que tu en as tirés. Ouais, ouais. Alors déjà, c'était un bien sur un secteur que je connaissais pas. Enfin, c'est pas que je connaissais pas, c'est dans le Rhône, c'est pas très loin de chez moi, mais je maîtrisais pas à 100% le secteur. Du coup, je l'ai pas assez analysé en profondeur. Euh, et en fait, c'est un secteur sur lequel les prix au mètre carré sont boostés par des résidences neuves qu'il y a beaucoup. Ok. Donc ça, première chose. Et encore que, donc le vrai problème que j'ai rencontré, c'est que j'ai dû le vendre pendant la période de gros retournements sur le marché immobilier. Euh, C'était en 2022, hein. Quand les taux ont remonté, ouais. Ouais, quand les taux ont vraiment remonté, c'était un bien prix affiché. Je vais te dire le prix affiché que je l'avais mis tout de suite, tu vas comprendre mon erreur. C'était un 80 mètres carrés et je l'avais affiché parce qu'il était vraiment nickel. Le bien, il était Tu l'as rénové, non? pépite. Ouais. C'est ça, ouais. Vraiment 100%. J'ai fait beaucoup de travaux. Ça m'a appris beaucoup de choses d'ailleurs, niveau travaux. Et je l'avais mis de mémoire à 310 000 euros. Ok. Ok. Donc prix très haut du secteur, parce que je me disais c'est bon, le truc il est nickel. Voilà. Sauf que dans ces prix-là, aujourd'hui, à l'époque, c'est vraiment le prix marché qui a subi de plein fer la hausse des taux. Une famille qui pouvait emprunter 320 il y a 4 ans, bah, il y a 2 ans, elle pouvait emprunter peut-être plus de 250. Enfin, t'es mieux placé que moi C'est ça. pour connaître les taux, mais voilà. Donc, on a subi un peu de l'attentisme de la part des gens sur ces biens-là. En plus, c'était quand même un T4, donc bien pour une famille vraiment adaptée. Euh, mais on a subi vraiment la hausse des taux de plein fer. J'étais beaucoup trop haut au démarrage. Je pense que au début de la commercialisation, le marché se cassait un peu la gueule, mais pas non plus incroyable. Je pense qu'à l'époque, si je l'avais mis au prix juste, il partait à 280 000. En plus, t'avais pas eu une offre, non? Au début? Ouais, si, mais c'était pas très C'était sérieux. pas Mais très oui, sérieux. ouais, j'avais eu des offres dans ces prix-là, Ok. 280. Voilà. Mais je voulais pas baisser parce que j'étais convaincu que mon truc il était super. Et au final, je me retrouve à le vendre 2 ans après, donc j'ai dû proroger le prêt. Enfin voilà, il y a eu des frais financiers assez énormes. Je payais 1 000 euros d'intérêt par mois. Euh, et je me retrouve à le vendre, je crois, en net vendeur, 225 000 euros.
Donc tu perds 80-85 000 euros, plus les Bah, je intérêts, perds pas, machin. non, je perds pas autant. Non, non, je perds pas autant parce que il m'était pas revenu à Ok, autant. ok. Il avait dû me revenir enfin, j'ai perdu, je crois, 35 000 euros. 35 000? J'ai Ok. même pas vraiment calculé parce que ça me fait mal au ventre, ce truc. Mais voilà, les leçons que j'en ai tirées, c'est que vraiment, écouter les conseils enfin, se faire entourer de pros locales, parce qu'on peut pas maîtriser tous les secteurs, mais voilà, si on part sur un endroit où on maîtrise pas, bah, vraiment être à l'écoute des pros du secteur, au moins peut-être demander 2, 3 estimations, même si c'est avant travaux. Et surtout, en fait, c'est pas un projet marchand, c'est une réno revente. C'est pas forcément un projet marchand aujourd'hui où c'est compliqué de valoriser quand même un bien juste avec des travaux, où les prix des travaux sont quand même assez importants. Ok. Voilà, donc je ferai plus de grandes surfaces, ou alors pas sur des secteurs aussi chers du mètre carré, ou alors en bradant un peu le prix au mètre carré, histoire que ce soit liquide. Voilà. Ok. Et là, aujourd'hui, on va dire le type d'opération que tu aimes bien faire en marchand? Là, les 2 derniers, c'est des immeubles achetés en bloc, revendus à la découpe. Ok. Et là, pour le dernier, par exemple, c'est tous les biens. La stratégie que j'avais, j'ai fait venir 3 agences, j'ai mixé les prix sur DVF. Enfin voilà, j'ai eu une analyse des prix de sortie vraiment beaucoup plus poussée. Et du coup, là, j'ai tout revendu. Enfin, le dernier sous compro. Enfin ouais, c'est tout revendu et on est quasiment on va dire, à 3-5% près sur le BP initial, quoi. Ok. J'ai même rajouté un lot qui n'était pas prévu, donc je suis même plus haut que ce que j'avais estimé à la base. Mais ouais, je suis beaucoup plus prudent, beaucoup plus à l'écoute des professionnels. Et aujourd'hui, la stratégie, c'est vraiment de pas aller sur des biens sur lesquels la marge, même en montant, elle est ric-rac. Voilà. Même si ça peut représenter X%. Ok. Voilà. Et là, aujourd'hui, tes OP, du coup, tu fais financer ça par la banque? Pas du tout. Pas du tout, tu fais tout Non. en... Le premier, j'ai fait un emprunt obligataire. Ouais. Et le deuxième, je sais plus si on en avait parlé, je crois que Non? oui, mais non. Si. Ah, Le attends, le deuxième, j'ai deuxième. fait une vente à terme, Si. c'est-à-dire que j'ai acheté euh, en janvier et j'ai rien. Si j'ai payé les frais de notaire Ok. et je dois donner le montant négocié au vendeur en août de mémoire. Ok. Et toi, t'avais déjà préco, déjà, C'était déjà quasiment tout pré-commercialisé. Enfin, pas tout, mais en fait, ma stratégie, ça a été vraiment de dire les agents, bah, vous me dites ça vaut combien? 115? Ok, bah moi j'en veux 105 net vendeurs. Ok. D'être assez bas pour pouvoir vraiment avoir une liquidité. Peut-être que j'aurais pu vendre plus cher, mais aujourd'hui j'ai besoin de me rassurer aussi sur cette activité par rapport à la mauvaise expérience précédente. Donc voilà. Et ça me rassure, ça fait du bien et ça peut me permettre aussi maintenant d'engager d'autres projets de Parce que manière du coup, plus safe. là, ouais, en plus, t'as pris ta marge, donc du coup, c'est En joli. fait, une vente à terme, tout est négociable. Moi, la stratégie, ça a été de me dire, je veux pas avoir besoin de la banque parce que les délais sont longs, parce qu'ils vont me demander 25 000 papiers, c'est chronophage, ça me prend un temps fou qui me gonfle, que j'ai pas et j'aime pas trop l'administratif. Donc du coup, je me suis dit, ok, quelles sont les solutions? J'ai un emprunt obligataire, j'aurais pu réitérer et demander. Donc un emprunt obligataire, c'est-à-dire que tu as du cash de disponible, t'as pas de projet en face, bah moi je vais te rémunérer 10% de l'an, 10% par an, en échange de ton capital. Et je Ok. fais mon opération grâce à ça. C'est un peu cher, ça coûte un peu cher, mais en soi, vaut mieux ça que. Enfin, moi je préfère ça. La banque aujourd'hui, on doit être peut-être à 8%. Donc l'écart, il est quand même assez mince. Et on trouve des gens qui sont contents d'avoir 10% de rendement versus une banque qui va être un peu très très exigeante Puis la banque, c'est sur les 8, mais conditions. derrière, t'as les frais de dossier aussi Ouais, qui ouais, tabassent ça en doit être marchand. kiff-kiff. Je pense que c'est quand même plus intéressant la banque en termes de Ok. taux. Mais voilà, charge mentale, tout ça. Enfin bref. Donc emprunt obligataire sur le premier. Et pour le deuxième, vente à terme, tout est négociable avec le vendeur. Il faut juste trouver un accord. Et moi, ma stratégie, c'était de me dire, OK, plutôt que de donner 8-10% à la banque, je vais estimer que je vais détenir le bien en totalité pendant, bah ça, à chacun de définir la liquidité de ses biens, mais 6, 8, 12 mois. Je crois que pour stopper, j'avais prévu 8 mois. Et en fait, les intérêts que m'aurait coûté la banque sur ces 8 mois,
je les ai ajoutés au prix de vente. C'est-à-dire que, pour parler de chiffres, on était tombé d'accord sur un prix à 220 en paiement traditionnel à Ok. la banque, et je lui ai racheté 238 000, pardon. Donc 18 000 € de plus. 18 000 € de plus. Donc je me suis dit, s'il n'a pas d'intérêt financier, Donc toi, en gros, tu as été propriétaire du bien au mois de janvier, c'est ça? c'est ça, Et tu lui dois les sous au mois d'août. en août. Ok. Après, pour le rassurer, en fait, c'est vraiment de l'arrangement. Donc moi, je lui ai dit, sur les premières ventes, je garde l'argent. Ok. J'ai payé mes travaux avec la première vente qui a été réalisée, Ok. 60 000 €. J'ai fait mes travaux avec ça. Et maintenant, chaque vente que je passe, je lui donne directement. Ok. C'est-à-dire que moi, ma marge, je la ferai en gros sur les Sur la dernières fin, ventes. sur les derniers Mais lots. lui, comme ça le rassure. Il voit toutes les ventes qui passent, et voilà. Donc je pense que là, j'ai signé le dernier compromis la semaine dernière. Donc dans 3 mois, C'est on fini. sera, allez, en juillet au plus tard, ce sera fini. Puis même sans cette vente, je peux le rembourser Ok. en totalité. Trop bien. Ouais. Trop bien. C'est pas facile à faire passer, je pense. Après, le Parce que contexte, c'est pas, tu rachetais pas l'immeuble de quelqu'un que tu si, connaissais, ouais, non? je C'est ça? connaissais. Ouais, je le Donc après, il y a la connaissais. Il a eu des confiance. soucis. Ouais, il a eu aussi des soucis. On a fait un projet clé en main ensemble, et il avait déjà investi sur un immeuble, mais il a eu beaucoup de soucis je vais trouver des solutions en fait pour gérer ses soucis. Il y a des locataires qui payaient pas parce qu'ils s'en occupaient pas, il avait pas trop de temps. Il avait une charge émotionnelle importante parce qu'il avait fait des travaux avec son papa qu'il avait D'accord. perdu. Enfin voilà. Ok. Il y avait tout un contexte aussi, donc je l'ai aidé à sortir les locataires, trouver des leviers pour leur départ. Enfin voilà, ça s'est pas fait assez facilement, ça a été un peu long, mais on y est arrivé. Et puis là, ça touche à sa fin. On a fait la façade, les derniers détails sont en cours, et ça va bien se passer. Ok. Et le projet d'avant, tu disais donc levée de fonds obligataire. Ouais. Du coup, 2 questions. Première question sur la partie technique. En fait, pour les auditeurs qui connaissaient pas forcément cette, on va dire cette technique, ou qui souhaiteraient en fait se lancer en marchant avec ça, c'est quoi le principe? En fait, tu te rapproches de qui? Euh, Les démarches pour vendre voilà. un immeuble à la Tu découpe. vois. Non, non. Je parle de la levée de fonds obligataire. Ah, Donc ça, tu vois en fait avec ton avocat, c'est ça? ouais, c'est ça. Après, en soi, il n'y a même pas besoin d'un avocat. Ok. Il faut juste un contrat. Ça peut être un contrat entre toi et moi. C'est beaucoup plus rassurant, je pense, pour les investisseurs d'encadrer ça via un contrat d'émission. Et en gros, ouais, l'idée, c'est d'encadrer tous les détails sur un contrat qui peut être rédigé soit par un avocat, soit ensemble. Quelle est la rémunération, quelle est la durée. Et Voilà. ça, c'est un contrat qui est signé entre ta boîte et la personne qui te donne les fonds, ou C'est en ça. perso? Ok. Non, non, entre ma boîte et les personnes qui sont Ok. investisseurs. Ouais. Ok. Et après, là, pareil, la rémunération, C'est toi qui elle est choisis, et puis. variable. Ça peut être 2% comme 20 en fait. Tout dépend des besoins en liquidité, tout dépend du temps. Euh, s'il y a besoin pour 15 jours, en fait, on peut bien mettre même 100% de l'an, ça va pas coûter grand-chose. L'idée, c'est de trouver les liquidités et d'avancer, quoi. Donc ouais, vraiment, c'est de la négo. Faut trouver un milieu qui arrange toutes les parties Ok. en termes de temps et de rémunération. Et tu vois, c'est vrai que je m'en souviens. Enfin, je crois pas l'avoir vu passer. T'as fait ça comment? T'as fait ça via les réseaux? T'as fait Ouais, ça via réseaux le. sociaux, mais j'ai pas eu. Après, il y a eu le cercle familial. Ok. Ça peut aussi être. Bon, après, c'est risqué, hein. Si tu fais pas sur tes fonds propres et que tu as une déconvenue comme j'ai eu, bah, si tu as zéro apport, c'est compliqué à gérer. Ok. Donc, vaut mieux quand même avoir des fonds propres à un endroit au cas où. Après, il y en a qui peuvent fermer la boîte et pas assumer, mais c'est pas trop l'idée. Donc, ouais, l'idée, c'est quand même d'avoir quand même une part d'apport au cas où. Et après, ça peut permettre aussi cette situation, si tu arrives à le gérer en amont, de faire des offres sans condition de prêt. Ok. Et du coup, de négocier. Du coup, d'augmenter ta marge. La marge que tu augmentes peut-être en faisant sans prêt, ça reste du coup peut-être plus avantageux de faire un emprunt obligataire comme ça, sans condition suspensive, et de négocier le prix, que de faire un prêt bancaire où bah, tu n'es jamais trop sûr de l'avoir. Du coup, Ouais. tu as une condition suspensive de prêt. Voilà. Après, Ok. ça a des inconvénients aussi, hein. Tu n'as pas trop de conditions pour sortir. Si tu te rends compte que c'est pas viable, tu peux te blinder aussi avec des conditions de précom ou des choses comme ça. Enfin,
toujours moyen de mettre des conditions, mais voilà. Ok. Et là, tu as des nouvelles OP non, dans les tuyaux? J'ai des offres en cours, mais après, je te dis, ouais, je suis prudent. J'ai des offres, mais pas de. Si je fais... Du coup, grâce à la vente à terme, là, j'avais du cash que j'ai pas monopolisé dans celle-ci. Donc, du coup, j'ai acheté un petit studio, enfin, un petit garage vendu par un marchand de biens que je connais pour faire une transformation, revente. J'aimerais bien me le racheter perso, mais je suis pas sûr de pouvoir faire financer. Et l'idée, ouais, je fais un joli truc studio, mezzanine. Voilà. Donc, avec du cash que j'ai payé comptant. Et l'idée, c'est de faire fructifier un peu cet argent dont j'ai pas eu besoin pour l'OP Ouais, donc en là, vente à terme. Donc c'est vraiment, je suis gagnant de tous les côtés grâce à ce montage, quoi. ok. Bon, Et bah, le vendeur était super content parce qu'il a vendu 18 000 euros de plus que ce qu'il espérait. C'est lui qui avait fixé 220. Donc au final, ouais, c'est cool. d'ailleurs, vous l'avez fixé comment le prix? C'est lui qui l'avait Je lui ai fixé? demandé combien il en voulait. Ok. Et à la base, je devais même placer un client Artae en clé en main qui s'est un peu rétracté parce qu'il s'est positionné sur un gros projet de RP qui mobilisait beaucoup de cash et d'endettement. Et du coup, j'ai étudié le truc et c'est la meilleure chose que j'ai pu faire du coup. Ouais. Ok. Et oh non, bah non, j'ai une autre question, mais je te la poserai plutôt après. On va dire pour clôturer la partie marchand, partie locative. Est-ce que tu as un conseil à donner pour quelqu'un bah, qui souhaite se lancer en marchand et quelqu'un qui souhaite se lancer en locatif? Un petit peu avec le marché actuel en plus. Bah, en gros, ça va être un peu l'inverse. Ça va être des conseils inversés. C'est-à-dire que sur du locatif, je pense qu'il faut pas trop se poser de questions. Si on a une situation stable, c'est-à-dire qu'on ne doit pas acheter une ERP dans les 2, 3 ans. Si on a un partenaire en qui on a 100% confiance et qu'on a une capacité d'endettement, faut foncer, faut pas hésiter. Même quitte à faire, enfin, je pense que il y a plein de gens qui sont trop formés et qui hésitent parce qu'au final, il y a toujours des doutes. Je pense qu'il faut y aller, surtout sur notre secteur où on est sur un secteur où le département du Rhône, on est quand même assez cher. Il n'y a pas trop de villes ou de villages à moins de 3 000 € du mètre ou qui perdent de la valeur. Donc en fait, il n'y a pas énorme de Ok. risques, sauf à devoir revendre, on va dire, dans l'année et qu'il y a une baisse des prix de l'IMO. Donc vraiment, en locatif, ce serait de foncer. Si vous avez du temps, bah, faites-le vous-même. Si vous avez du temps, des connaissances, faites-le vous-même. Si vous n'avez pas de temps, sous-traitez à des boîtes qui font ça. Donc ça, ce serait mon conseil vraiment de foncer, d'arrêter de trop réfléchir, parce qu'en réfléchissant trop, on trouve toujours des points négatifs et des raisons pour ne pas y aller. Donc vraiment foncer. Enfin, à moyen terme, on gagnera, je pense, toujours de l'argent. Enfin, je vois pas comment on peut en perdre, pardon. Et mon conseil en marchand de biens, ce serait un peu l'inverse, de pas foncer, de vraiment se poser, de pas se dire, et ça a été un peu mon problème peut-être aussi avec le projet qui a pas marché. En fait, je voulais tellement trouver un projet que je me mettais un peu des œillères et je vois beaucoup de marchands, de néo-marchands surtout, qui se mettent un peu des œillères sur des projets sur lesquels bah, ils provisionnent pas tout, pas de frais bancaires et une marge très maigre, même sur des secteurs comme Lyon ou autres, où en fait ça laisse pas de place à la problématique de travaux, à la problématique de marché qui baisse. Et du coup, des fois, il vaut mieux pas faire, quitte à, quitte à pas avoir de revenus, quitte à pas avoir de projet. Il y a peut-être un peu d'ego aussi, mais des fois, il vaut mieux ne pas faire que de faire un truc où au final, on y allait un petit peu en se volant la face, et histoire de dire qu'on a trouvé un projet, quoi. Et vraiment, ça, je le vois. J'ai vu des projets que j'ai chiffrés, moi, en travaux, des trucs comme ça, où je me disais, putain, comment il va gagner de l'argent, quoi. Donc, vraiment, ce serait un peu l'inverse de pas se lancer fleur Ok. au fusil, encore moins si c'est avec l'argent des autres. Voilà, ou à moins d'avoir un peu de cash. Mais même voilà, de bien réfléchir ses projets, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile de bien maîtriser l'urbanisme aussi. Là, par exemple, j'ai fait une offre sur un immeuble à Tarare Ok. et je me suis rendu compte très rapidement qu'on ne pourrait pas faire de logement au rez-de-chaussée parce que c'est une rue où l'urbanisme veut des locaux commerciaux. Ok. Du coup, la valeur du truc, c'est zéro. Parce que un local commercial dans cette rue
déjà à Tara, un local commercial, il y en a plein qui sont vides. Dans cette rue-là, il y a personne qui passe, donc c'est pas lucratif, enfin c'est pas dynamique, pardon. Donc en fait, dans le BP, faut l'estimer à 0, quoi. Ouais, et puis la différence au mètre carré entre du coup un local co Ouais, où tu vas avoir de la vacance ou potentiellement tu ouais, n'arriveras pas à le vendre et un appart c'est ça. qui est autour, c'est quoi, c'est 2000, 2005 du mètre carré, quelque chose Non, comme c'est ça? moins. Ouais, ça dépend. 2000? Au neuf, ouais, 2005, mais 2005, ouais. ouais, Ok. sinon, là, tous mes lots là que je suis en train de vendre, on est plus à 1003 et ils sont presque finis, quoi. Ok. 1007. Voilà. Donc ouais, bien analyser tout ça. Pas trop zone ABF, pas ABF, menuiserie bois, pas bois. Il y a des petits trucs qui vont du simple au double qu'on a tendance à soit sous-estimer, soit à pas prendre en compte du tout. Une cloison SAD, ça coûte cher. Séparation de biens. Voilà. Bien maîtriser le sujet. C'est sûr que ça peut être très lucratif, mais ça peut aussi être très dangereux, quoi. Ouais, et puis tu disais, il y a des frais, il y a les frais de la banque, il y a les frais aussi, parce que vu que tu es un professionnel de l'IMO, t'as quoi? T'as toutes les assurances aussi? Je Il y a pense aux toutes les assurances, assurances. ça coûte une couille, ça? Il y a toutes les assurances. Ouais, ça coûte. Enfin, ça coûte, mais je sais pas, ça doit être 2-3 000 euros par an, quoi. Comme la Ok, compta. ok. Donc ouais, ça m'évite des frais fixes assez Assez élevé, ouais. importants. Et de se rémunérer aujourd'hui sur une activité de marchand, faut y aller, quoi. C'est pas avec une petite OP que qu'on y arrive. Donc ouais, attention à ça. C'est pas facile et il faut vraiment être préparé à ça, quoi. Toutes les histoires aussi de TVA, je suis en train de penser. Ouais, ouais, encore ça, Hein. ça va. Ouais, oui, il y a aussi Il y ça. a Pas ça. faire trop de travaux lourds. Si vous faites financer et que vous faites des travaux lourds, la banque, elle va vous demander une dommage ouvrage qui coûte, elle, plus 5 000 juste pour l'OP que 1, que 1000. Donc voilà, bien prévoir tout ça. Et c'est vrai que la banque, pour dans son BP, généralement, elle estime aussi la durée de portage du projet sur 24 mois. Donc il demande une marge de 20% en portant le projet 24 mois. Donc des projets qui rentrent là-dedans, il n'y en a pas 50 000. Et il vaut mieux se fier à ça, c'est quand même une bonne base. Et si on n'est pas dedans, méfiance, quoi. Ok, ok, ok. Maintenant, j'aimerais qu'on parle du coup de ton activité actuelle. Enfin, ton activité, t'en as plusieurs, mais l'activité, on va dire clé en main, où tu travailles en collab avec Julien Calamotte. Ouais. Tu disais que tu l'avais rencontré en séminaire, mais du coup, comment est venue en fait l'idée de faire une collab, sachant que lui, déjà en termes de secteur géographique, il est pas du tout, il est pas du tout à côté. C'est que de l'humain. C'est que de l'humain, c'est-à-dire qu'on a les mêmes valeurs, travail déjà, les mêmes valeurs, la même vision un petit peu de l'invest. Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est pas de vivre de mon cash flow. S'il y en a, tant mieux. Mais aujourd'hui, de toute façon, ce que je dis à mes clients aujourd'hui, avec les taux et les honoraires d'Artae, en fait, c'est impossible d'être à l'équilibre. Donc, soit il faut attendre que les taux rebaissent, soit il faut gérer son projet soi-même, il faut trouver des leviers. Donc, ouais, vraiment, on avait cette vision commune de se dire que on crée du patrimoine, euh, IMO, on croit en l'IMO, on aime valoriser des biens, on aime valoriser le patrimoine, on aime rénover des biens, transformer des biens. Et c'est un peu cette vision commune qui a fait que ça a matché. Et pour la petite histoire, j'étais allé à Toulouse. J'ai jamais fait de séminaire, hein, à part celui que j'ai organisé, Ok. plus celui de Julien où je suis allé 2 fois. Et vu que je venais de Lyon, j'avais osé lui demander en fait si le lendemain on pouvait pas se voir pour qu'il me montre des OP de marchand de biens. J'étais assez curieux. Je pense qu'un des conseils aussi, ça peut être d'être curieux, vraiment. Je pense que personne ne reprochera d'être trop curieux, surtout avec la nouvelle génération de jeunes qui arrivent et qui sont super motivés. Je pense qu'il faut être curieux, se renseigner un maximum sur les choses. Et aujourd'hui, sans cette petite initiative de lui demander qu'on se voit le lendemain pour faire un tour de ses opérations, c'est sûr qu'on n'aurait pas créé quelque chose ensemble. Ok. Donc vraiment ça a été un peu déterminant aussi de se dire le jour J, enfin quand j'ai réservé, je l'ai sollicité et du coup on s'est rendu compte que humainement ça matchait, quoi. Voilà. Et du coup, c'est toi qui as proposé ou c'est lui Franchement, qui? je sais même plus comment ça s'est fait. Je sais plus du tout comment ça s'est fait. Je pourrais même pas te dire. Je sais pas du tout. Ok. Et là aujourd'hui, c'est plus. On s'est rendu compte qu'on avait un plafond de verre qui était montant
que j'ai pas énorme de temps. Et du coup, aujourd'hui, c'était un peu dommage de sacrifier certains prospects parce que j'avais pas le temps. Donc l'idée, c'est de monter une équipe. Et aujourd'hui, moi, j'aime transmettre, j'aime bosser en équipe, j'aime l'humain. Et du coup, ça a du sens de créer quelque chose comme ça aujourd'hui, quoi. Ok, ok. Et du coup, donc accompagnement clé en main. Donc en fait, pour tes clients, c'est toi qui cherches des biens. Ouais, bah, ça va même au-delà de ça. C'est-à-dire, bon, toi, ça a été différent parce que on a fait un projet ensemble, mais tu maîtrises le sujet. Ok, Voilà. On va dire que mon client de base, il maîtrise pas du tout le sujet. Euh, et du coup, il y a quand même un rôle de conseil super important en amont. On va dire que moi, mon job aujourd'hui, c'est d'optimiser. Optimiser l'endettement déjà, en premier, tout de suite. C'est vraiment le plus important et c'est vraiment mon objectif. Des fois, j'ai des clients qui n'ont pas du tout cette vision de se dire, bah, j'aimerais faire un studio. Au final, j'ai une cliente qui est dans l'IMO qui m'a dit ça. J'aimerais faire un studio. Au final, on a acheté un immeuble à Lyon. ok, Parce qu'elle avait une capacité d'endettement qui dormait et du coup, on a vraiment optimisé ça. Donc vraiment, on a un rôle de conseil sur le montage de l'opération, que ce soit bancaire, que ce soit fiscal, que ce soit patrimonial. Quel est l'objectif? Enfin, vraiment, la base, c'est pourquoi. Et en fonction, on monte un dossier ou en nom propre, en société. Est-ce que l'objectif, c'est d'en avoir un? Oui, non. C'est d'arrêter le boulot et d'en vivre. Bon, quand c'est ça, on est assez prudent parce que aujourd'hui, c'est pas si facile que ça, en tout cas pas à court terme. Mais voilà, en fonction des objectifs de chacun, de mettre en place une stratégie. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Et une fois qu'on a la stratégie, de trouver le bien qui va en face, gérer les travaux, gérer l'ameublement, la décoration si besoin. Et puis s'il faut, on peut même mettre le locataire dedans ou en tout cas conseiller sur comment on gère le truc, comment gérer les locataires, comment choisir. Enfin voilà, un ok, conseil assez large jusque-là, jusqu'à cette partie. ok, top. Et j'avais une question, moi, du coup, par rapport aux OP que tu trouves pour tes clients. Euh, Tu les trouves comment, en fait? Le Bon Coin, le réseau, comment ça marche? Ça dépend. Il y a beaucoup de, enfin là on va dire que c'est cinq. Il y a quand même eu pas mal de dossiers en off, mais en fait je peux pas le vendre comme ça parce que je peux pas dire à des clients, à des prospects que ma plus-value c'est de trouver des biens off. Non, parce que c'est pas le cas. On va dire que 50% des projets ont été trouvés en off par le réseau, par les visites, et le reste, c'est des OP intéressantes qui sortent sur les sites de publication traditionnels, Le Bon Coin, Se Loger, mais sur lesquels généralement il faut avoir une vision d'optimisation des espaces ou être réactif ou pouvoir se positionner assez rapidement. Voilà. Ok. Et bah, du coup, mon projet, à Philippe et à moi, sans forcément citer la ville, mais en gros, c'est un projet qui est dans l'Ain. Je sais plus, je crois que tu l'avais trouvé sur le Bon Coin, non? Ou c'était par Ouais. réseau? Ouais, donc déjà, on trouve encore des OP sur le Bon Coin. Puis c'est pas à côté de chez moi. On va dire que le réseau en off, c'est plus à Villefranche. Et encore qu'il n'y en a pas 50 non plus, mais voilà, ouais. Pour le Ok, coup, dans l'un, oui, non, j'ai pas de réseau particulier, donc c'était ok. sur le bon coin. Et qu'on parle du coup un petit peu de l'OP, en fait, pour imaginer un petit peu aux auditeurs. Et puis pour parler, parce que ce projet, je crois que j'en ai parlé rapidos, mais j'ai jamais forcément tout détaillé. C'est un projet que tu as trouvé sur le Bon Coin. C'est un projet sur lequel il y a eu une égo assez forte quand même. Ouais. Je crois qu'on parle de 50 ou 60 000. Il est, 55, non? ouais, il était à 250. 249 et on l'a eu à 195. Voilà, 195. 54. 56. En plus, tu as bien poncé l'agent. Du coup, un petit tips, un Moi, petit peu pour tu vois. renégocier. Bah, justement, le tips, c'est vraiment lié en clé en main, en one-one, c'est plus compliqué. En gros, là, pour le coup, euh, moi, je vous avais expliqué un peu le contexte. Déjà, c'est super important de connaître le contexte. Pour savoir si c'est une succession, pour savoir si c'est une séparation, enfin connaître le contexte et essayer de savoir aussi s'il y a un prêt en face. Parce que s'il y a un prêt et qu'ils doivent encore à la banque plus que ce qu'on va leur offrir, ça sert à rien. Donc essayer de connaître le contexte. Donc déjà créer du lien en fait avec la personne qui vend, créer du lien, essayer de trouver des points communs enfin juste discuter un peu même perso ou des choses comme ça, créer quelque chose. Euh, Moi, souvent, si, il y a une question que je pose quasi tout le temps, alors que j'ai la réponse, c'est il est à combien déjà? C'est en mode je sais plus à combien il est. Ok. Et
souvent, c'est rare que la personne dise 249. Souvent, c'est dur de répondre que ce chiffre-là. Souvent, ils disent 249, mais et du coup, ils ouvrent déjà la porte à une potentielle négo. Ça, c'est souvent le cas. Et là, pour le coup, sur le clé en main, il y a autre chose qui marche bien. C'est que même si c'est pas vrai, Oui, parce que du coup, tu démarches les agents IMO en disant que là, le bien que tu cherches, c'est pour des clients à toi, ouais, c'est ça? ça dépend Ok. des Ça stratégies. dépend des Des stratégies. fois, il y en a qui sont fermés, donc je dis pas trop. Enfin, voilà, ça dépend du profil de l'agent. Mais oui, souvent, j'annonce le truc. Je dis aussi ce que je fais à côté, invest locatif, marchand de biens, Ok. boîte de travaux. Ça instaure quand même quelque chose qui, l'agent IMO se dit que je maîtrise le sujet, quoi. Ok. Voilà. Créer un climat un peu de confiance. Et après, ce que je fais souvent, quand c'est pour du clé en main pour des clients, et ce que j'avais fait là, c'est qu'en gros, je fais passer mes clients pour des gros relous. Enfin, des gros relous. Non, pas des relous, mais des gens super durs et que au-dessus de ce prix-là, vous irez pas. En plus, c'était le cas, nous. Ouais, je pense que Typiquement. non, au final, Non? à 200, vous y allez. Ouais, c'est vrai. Et on a Hein gratté, On a gratté encore 5. 5. Et au final, moi, je tiens ce discours auprès de l'agent IMO. Après, Putain, désolé s'ils m'entendent. non, mais du coup, tu peux vraiment tenir le discours là, pour le coup. Bah là, pour le coup, vous, c'était un peu vrai, mais ça peut permettre, puis après, des fois, ça passe pas, et après, on peut faire des contre-offres. Mais des fois, d'être que je fasse un peu l'intermédiaire, c'est pas mal pour ça, quoi. Et du coup, tu vois, je vois un petit peu on va dire la stratégie. Parce qu'au final, vous retrouvez, entre guillemets, c'est l'agent IMO plus toi, en fait, les deux intermédiaires qui doivent négocier entre eux. Et en face, voilà, le client, le vendeur. Bon, on a un Euh, intérêt commun, ouais, avec l'agent voilà, c'est IMO. ça. Il y a un intérêt commun où chacun doit prendre sa gratte. Ouais. Et du coup, ça fait ça. Après, négocier, c'est une chose. Mais tu vois, on a visité ce matin l'immeuble, là, à côté, Ouais. où je positionne 6 clients. Tout est parti au prix, tout est parti sans négo. Et en fait, des fois, négocier, non, parce que c'est au prix, parce que c'est intéressant comme ça, pour X ou Y raison, soit par le prix, soit par le bien, soit par autre chose, une ligne de métro, enfin bref. Peu importe pourquoi, mais des fois, c'est pas toujours, ça vaut pas le coup si j'avais négocié, j'aurais pas eu de lot dans l'immeuble. Donc, des fois, faut savoir ne pas négocier aussi et acheter au bon prix quand c'est le bon prix, quoi. Ok. Ouais. Donc voilà, pour revenir un petit peu nous au projet. Du coup, c'est un bien qu'on a payé 195. C'est un bien aussi dans lequel il y a eu, je crois, autour de 90 000 euros de travaux, c'est ça à peu près? 92 de mémoire, ouais. Voilà, 92 000 de travaux. Assez lourd, enfin, assez lourd quand même. On a même ouvert un Un mur mur porteur, ouais. porteur pour créer un accès de chambre. On a démoli une cheminée. De toute façon, on a tout refait, c'est Ouais, simple, hein, on ouais, est reparti sur une base où en fait tout a été refait, du sol au plafond, sauf les fenêtres, mais sinon tout a été refait, les chauffe-eau 100%. aussi, enfin tout a été refait. Derrière, il y a quoi? Il y a des honoraires, il y a, on a fait financer les meubles aussi par la banque, Ouais, donc bien joué. c'est toujours possible. C'est toujours possible, mais Vous voilà, avez bien optimisé le coût des meubles, d'ailleurs. voilà, oui, on a des super techniques qu'on ne citera pas. Pas sur le podcast en tout cas. Et grosso modo, on est sur un projet, nous je crois on a levé 312 à la banque, 312 500 même exactement. Mais tout compris, on doit être, parce qu'on a mis un petit bout d'apport, on doit être à autour de 330, quelque chose comme ça. Donc 330 et sur un secteur qui est plutôt porteur, dans lequel déjà là, on va dire prix de base, on est déjà en plus-value. Et voilà, secteur dans lequel potentiellement ça peut aussi augmenter sur les prochaines années vis-à-vis du Ouais. contexte géographique. Yes. Donc belle OP, belle OP dans lequel il y a eu, je trouve à mon sens, un beau suivi. Et du coup, j'aimerais te demander, Alex, un petit peu, parmi toutes tes activités, c'est genre je viens chez toi, je suis stagiaire, on va dire une semaine type ou alors un mois type, sachant que je peux vous dire sa morning routine, il envoie les factures. Ouais. Alors, déjà, Très tous tôt les en plus. matins, je me lève. Ouais. Je précise très tôt Tous les les matins, factures. je me réveille à 6 heures, je bosse tout de suite. Ok. Quand tout le monde dort à la maison. Et ça, je l'ai mis en place récemment pour couper le téléphone à 18 heures le soir. Ok. Parce que les soirs, ma femme, elle est là, elle est au théâtre, elle bosse. Donc moi, je suis avec les enfants et l'idée, c'est de profiter des enfants. C'est pas toujours facile à respecter. Et l'idée, c'est de mettre le téléphone de côté de 18
à 20-30. Ouais, quand Quand t'as couché les quand enfants, ouais. voilà, c'est ça. Ok. Bon, après, souvent, il y a beaucoup d'échanges avec les associés ou les clients sur WhatsApp, pas forcément sur les horaires de travail, mais j'estime que ça fait partie du job. Et après, la journée, en fait, c'est impossible de te donner. Le seul truc fixe que j'ai dans la semaine, c'est la réunion hebdo avec Artae le lundi à 9h30. Mais sinon, je suis partout. Je suis souvent en voiture pour aller voir les chantiers en cours, pour aller visiter. Euh, Téléphone aussi? Souvent au téléphone? ouais, ouais, très souvent au téléphone. Mais après, ouais, c'est très dur. Là, ce matin, je suis allé à Casto parce qu'il fallait que je fournisse du matos sur un chantier à Lyon à, à mon plombier. Il m'a rejoint sur le parking. Ensuite, j'ai dû venir là, j'ai ouvert pour le ménage. J'ai fait ma réunion d'Artae. Là, on fait ça. Ensuite, cet après-midi, j'ai un rendez-vous avec un plaquiste pour chiffrer les silos à côté. Ok. Demain, j'ai 3 autres rendez-vous pour ça aussi. Je fais un rendez-vous prospect, rendez-vous 2, où je présente des hypothèses d'investissement à un client. On se voit le midi, on mange ensemble. C'est sur Lyon. Et en fait, on va dire que dans 2 semaines, pas la semaine prochaine, l'autre d'après, je sais pas, pour l'instant, je sais pas ce que je fais, quoi. Ok. C'est rare que j'ai des rendez-vous à S+2, on va dire. Mais ouais, le lundi, on va dire que mon agenda, il est déjà bien full pour la semaine. J'arrive toujours à caler 2, 3 trucs au mieux, mais c'est bien, bien serré. Et après, je suis vraiment sur une phase où je suis entre deux, où je manque beaucoup de temps et du coup, je vais structurer les 2 activités clés en main et travaux. Et du coup, enfin, j'ai besoin de ça pour pouvoir, moi, me focus sur le commerce, sur la relation client. Et ça va être fait. Là, j'ai trouvé quelqu'un qui va m'aider à mi-temps sur Artae Ok. à partir de bientôt. Je pense que tu connais, on en parlera après. Ok. Et sur la boîte de travaux, à partir de septembre, il y a quelqu'un qui nous rejoint aussi. C'est quelqu'un de notre cercle d'amis avec lesquels on a les mêmes valeurs travail et humaines aussi. Donc ça changera quand même bien à partir de septembre. Ok. Et l'idée, c'est de grossir les 2 boîtes autant qu'on peut. Ok. Et du coup, ouais, enfin, est-ce que tu cumules quand même, du coup, ton métier d'investisseur, parce que le locatif, il y a quand même un petit peu de gestion, mine de rien, donc il y a quand même un petit peu de gestion en termes de locatif. Il y a ta société de marchand, il y a ton activité de clé en main, et puis il y a aussi ta boîte de réno. Là, aujourd'hui, on va dire tes 2 activités principales et celles qui te prennent le plus de temps, c'est la réno et le clé en main. Ouais, largement. Largement. Bon, marchand de biens, ça prend du temps, mais c'est pas non plus. C'est pour ça, je pense qu'il y en a beaucoup Il y a qui. peut-être des petits coups de bourre, en fait, par période, Ouais, quand mais au même début un tu coup gères de le bourre, tu projet. vois, en une journée entière, tu gères déjà beaucoup de choses sur cette Ok, activité. Ouais. ok, Après, ça implique, par contre, si tu veux faire du volume, de faire beaucoup de visites, beaucoup d'études de PLU. Enfin voilà, il y a tout ce qui est en amont. Une fois que tu as trouvé le truc, c'est quand même ça prend moins de temps. Et pour moi, le locatif, ça prend peu de temps. Bon, je te dis ça, mais j'ai des biens vides. Mais même quand c'est plein, en fait, j'ai une vision du truc qui fait que je considère que les locataires, c'est un peu des clients et que je les traite comme des clients, que s'il y a besoin, bah, je suis là. Et du coup, souvent, la relation, elle est vachement de confiance. Et aujourd'hui, bah, je touche du bois. Peut-être que j'ai de la chance, mais je pense que ça existe pas trop, la chance. Mais ça se provoque. ça se passe très très bien. J'ai jamais eu de soucis. Enfin, j'ai déjà eu des soucis. J'ai eu des Velux qui fuient. Mais en fait, si on montre à nos locataires qu'on est là pour eux, ils nous le rendent, ils respectent les lieux. Et généralement, ils sont pas trop chiants. Bien choisir. Si on voit qu'il y a un doute dès le début, bah, pas le choisir. Mais voilà. Quand il y a un doute, il n'y a Moi, pas je de fais doute. beaucoup à l'humain aussi. Même, il y a quelqu'un qui peut gagner 3005 et quelqu'un qui peut gagner 1008. Bah, c'est un coup, je peux prendre celui qui gagne 1008. Parce que j'ai une meilleure relation, parce que j'ai réussi à créer quelque chose avec lui que j'ai pas réussi avec l'autre. Voilà, j'ai vraiment une vision humaine de tout ça, où la confiance, pour l'instant, ça m'a jamais desservi. Sur tous les loyers encaissés, je crois que j'ai calculé, j'ai eu plus de 300 loyers encaissés. Ok, Sur les 300, j'ai eu 2 impayés, mais qui se sont réglés. C'est des petits trucs de 1 mois, où au final, ça manquait de trésor et de communication. Ils n'ont pas osé me le dire. Ça s'est solutionné rapidement. Et là, j'ai eu mon premier état des lieux de sortie qui s'est pas très bien passé.
j'ai un peu merdé sur deux, trois trucs. J'étais pas dispo pour l'état des lieux de sortie et du coup, ça m'a coûté. Mais tu vois, ça m'a coûté 200 balles de ménage. Ok. Donc, ça reste relativement honnête. Et je pense qu'en gérant ça de manière humaine, si on a une vision un peu commerciale du truc, je pense qu'il vaut mieux même gérer ses biens en direct. Au-delà du côté financier même, hein. Le gérer en direct, bon, sauf si on en a 20 et qu'on est PDG d'une boîte et qu'on n'a pas de temps, mais ça prend pas énorme de temps. Et je pense que c'est important de garder ce lien avec les clients, les, Bah, du coup, les les clients, les locataires. locataires, ouais, Ouais. c'est ça. Et après, par contre, marchand de biens, voilà, on en a parlé. Et oui, clé en main et travaux, oui, ça prend plus de temps. Mais après, je le fais avec passion. C'est pas toujours facile, surtout sur la boîte de travaux, parce qu'il y a tout le temps des déconvenus, tout le temps des trucs à changer, à refaire. Voilà. Mais en fait, c'est aussi ça qui fait que quand le client il se rend compte que qu'on assume, qu'on est là quand il y a des problèmes et que qu'on a conscience de ça et qu'on avance, bah, je trouve que ça paye et on arrivera à faire des belles choses du coup C'est ça. dans le futur. Et moi, j'avais une question par rapport justement aux travaux, où nous, bah, en fait, on était parti sur un budget initial. On avait pris quand même une petite marge au cas où. Le budget bah, initial a été respecté, voilà, vraiment à peu de choses près. Surtout qu'on a eu pas mal de, enfin, pas mal. On va dire des petites bricoles, des petites déconvenues. Je pense aussi à la cheminée, tu vois, des petits trucs qui n'étaient pas forcément prévus. Et du coup, comment tu fais pour gérer là, en l'occurrence, bah voilà, on a une cheminée, ça a coûté quoi? 1500 balles, je crois, 1000 ou 1500 Ouais. balles. On a eu une infiltration d'eau par une cheminée. C'était pas prévu, mais du coup, on a dû tomber la cheminée, remettre des tuiles. Et derrière, bah, en fait, t'as répercuté sur d'autres choses. Donc, comment tu fais pour jongler, mixer un peu tout ça pour quelqu'un en fait qui veut se lancer dans les travaux, que ce soit du locatif, que ce soit du marchand de biens, que ce soit du clé en main, comment tu fais pour être, on va dire, au plus juste? C'est jamais facile. Alors, de mémoire, sur votre projet, au début, on était à 80, enfin, mon estimation à la visite, c'était 80. Ouais. Ensuite, j'ai fait faire les devis et je crois qu'on était à 90 et on s'est dit entre nous, mettez 95, Nous, on est parti sur 100. 100, bah voilà, 100. 100. Mais ils ont mis 100 on n'a pas eu que ça. Je sais plus ce qu'il y a eu d'autre comme souci. Bah si, refaire des angles qui étaient pas droits pour les cuisines, pour les salles d'eau, C'est pour les ça. douches. Enfin, il y a eu quand même pas mal de trucs. On va dire que je pense qu'il y a 5, 7 qui étaient pas prévus. Et du coup, après, c'est bien et c'est pas bien. Et du coup, j'essaie toujours de trouver des solutions pour que ce soit le plus transparent possible pour les clients. Trouver soit être agile en proposant des solutions qui vont réduire des coûts aux artisans, renégocier. Là, pour le coup, je crois que j'avais pris moi-même les fournitures, carrelage, sol chez les fournisseurs pour pas que l'artisan marche dessus. J'avais pris les plaintes, j'avais mis des surplaintes au lieu d'enlever. Ouais, c'est plein de petites astuces que j'ai au fil du temps. On devait à la base enlever les plaintes carrelage, remastiquer Oui. pour remettre des plaintes entières. Et du coup, on a enlevé le coup d'enlever les plaintes qui auraient abîmé le placo et on a mis des surplaintes. Voilà, c'est des petites astuces comme ça sur lesquelles enfin, ça me prend beaucoup de temps par contre de trouver des solutions, etc. Ça creuse un peu la tête. C'est pas toujours facile à gérer et agréable, mais voilà, l'idée c'est d'essayer d'être le plus proche du budget et aujourd'hui ouais, d'annoncer aux clients surtout peut-être une enveloppe travaux en plus de au moins 10%, 15, voilà, pour être plus sûr, quoi. Surtout quand on est sur des montants comme ça. Alors après, 80-90 000 de travaux, on va dire pour certains projets, c'est pas beaucoup. Pour d'autres, c'est énorme. Mais voilà, toujours se prévoir une petite marge de sécurité. Ouais, c'est sûr. Non, mais oui, c'est indispensable. Et puis au pire, bah, ça vous fera moins de crédit si ça passe dans votre endettement. Bah, si vous aviez emprunté 100 et que vous avez besoin que de 95, bah, tant mieux. Ça baissera votre mensualité de. Je vais pas le calculer, j'arrive pas, mais ça vous baissera votre mensualité un petit peu et tant mieux, quoi. Mais bon, c'est rare que ça se passe comme prévu. Et aujourd'hui, j'essaye de gonfler direct à l'étude des projets, l'enveloppe travaux. Ok. Et est-ce que tu aurais une dernière chose à dire sur, on va dire, sur tes activités? Quelque chose que voilà, tu aurais envie d'évoquer, toute activité confondue, quelque chose à partager, un conseil, quelque chose. J'ai pas spécialement de conseils.
Aujourd'hui, je pense que la situation, enfin, le monde actuel fait que c'est compliqué. C'est compliqué de vivre aujourd'hui, de profiter, d'investir, de mettre de l'argent de côté. Si vous êtes jeune, vous êtes motivé, essayez d'investir le plus tôt possible. Et aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner, c'est de... Bon là, on est sur un podcast d'investissement et un petit peu d'IMO, mais c'est de faire quelque chose qui vous passionne. Moi aujourd'hui, c'est ce que je fais. J'ai beaucoup d'activités, mais si j'étais pas passionné, jamais je bosserais autant, jamais je m'investirais autant. Et aujourd'hui, travailler, c'est pas une contrainte pour moi. Je suis content de partir en vacances. Je suis aussi content de rentrer, de reprendre mon boulot, de revoir les clients, de revoir les artisans, de revoir tout le monde. Et aujourd'hui, si j'avais un conseil à donner, c'est enfin, de se trouver une passion. Ça se trouve pas une passion, mais d'essayer de faire de son job, enfin, autour de Ouais, sa passion, quoi. en gros, articuler autant de ta passion, en fait, essayer d'articuler un business Ouais, autour de c'est ta ça. passion, voilà. C'est ça. Et si vous êtes passionné aujourd'hui, ça vous ouvrira des portes parce que je pense que ça se ressent auprès de tout le monde. Je pense que si vous demandez à tout mon entourage, que ce soit ma famille, que ce soit mes clients, que ce soit mes artisans, même mes enfants, enfin tout le monde, je pense que tout le monde sent que je suis passionné et je pense que du coup ça se ressent et ça paye, je pense aussi d'un point de vue commerce, chiffres, parce que c'est plus facile de faire confiance à un passionné et qui deviendra du coup assez facilement expert de son sujet que quelqu'un qui l'est pas et qui tire la gueule quand il va bosser, quoi. Ok. Et vraiment de se lancer, enfin surtout sur des personnes qui sont jeunes, de prendre du risque, d'oser, de se lancer. Aujourd'hui, j'aime bien dire un truc, c'est que si on fait les mêmes choix que tout le monde, bah, on aura la même vie que tout le monde. Je crache pas du tout sur le CDI parce que ça permet d'investir et tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur et lancer sa boîte parce que ça demande aussi beaucoup de charge mentale, beaucoup de stress. Mais aujourd'hui, bah voilà, si vous espérez avoir une retraite avant 70 ans, bah faut essayer de trouver les solutions et, euh, et de prendre du risque, quoi. Ok. Bon, bah, écoute, je te remercie pour ces infos-là. Et moi, du coup, j'aimerais compléter, moi, plus sur la partie, on va dire, clé en main. C'était quelque chose sur lequel, à la base, moi, j'étais totalement enfermé. Si tu veux, locatif, j'ai toujours trouvé tous mes projets. Il n'y avait pas de sujet. Et puis je maîtrisais, moi, on va dire, mon secteur. Oui, Et je me souviens, en fait, quand on a décidé avec mon associé Philippe de se lancer dans l'aventure, il y a eu quoi? Il y a eu à peu près 8-10 mois de recherche. Moi, de mon côté, je faisais les recherches sur mon secteur. Et c'est vrai que j'étais pas mal pris, moi, de par mon job de banquier, de par, en fait, toutes les activités aussi que j'avais en parallèle. Je donnais des cours à l'IUT. Je m'étais aussi lancé en même temps dans une prépa marathon. Enfin, voilà, la pas mal LCD. la LCD aussi, le locatif, donc avec les travaux un peu à droite à gauche, parce que moi, je fais encore tous mes travaux. Donc on va dire pas mal de petites choses qui ont fait que à l'instant T, j'avais pas forcément de temps. Mon associé qui clairement lui, on n'a pas du tout, mais vraiment pas. Et c'est vrai que c'était assez compliqué pour les visites, mais on avait quand même à cœur d'investir. Et en fait, la question s'est posée du clé en main. On connaissait très bien Alex, on savait comment il travaillait. Donc, moi, j'ai envie de dire, pas hésiter. Voilà, si vous manquez de temps, vous n'arrivez pas forcément à trouver des projets, ou même que vous avez un petit peu peur sur la partie travaux ou gestion de projet, parce que mine de rien, il y a quand même tout ce qui est coordination des artisans, c'est aussi un autre métier, mais la maîtrise d'ouvrage. J'ai envie de dire, pas hésiter, parce que ça permet, entre guillemets, voilà, j'ai envie de dire, nous, on a pu avoir un projet à plus de 300 000 balles, entre guillemets, en étant sur notre canapé, tu vois. Ouais, sans charge mentale. Voilà, Enfin, je sans. pense pas. Non, non, pas de charge mentale. Au niveau de la gestion de chantier, clairement zéro charge mentale. Parce que là, on savait aussi à qui on donnait les clés et surtout le budget. Et ouais, mine de rien, voilà, ça peut permettre pour certains de démarrer en fait dans l'IMO. Mm. Voilà, parce que nous, c'était un projet à 300 000 balles. Il y a des projets plus chers, mais tu as aussi fait des projets moins chers. Ouais. Donc, pourquoi pas faire ça pour se lancer, on va dire, dans l'IMO. Derrière, voilà, si tu parlais tout à l'heure de curiosité, donc si la personne est curieuse, elle peut te Monter en demander comment tu fais tes compétence. chiffrages, te demander comment tu coordonnes tes chantiers, etc. Et du coup, en mettant
on va dire le premier pas dans l'IMO, bah derrière après toi gérer tes chantiers et puis Ouais. et gérer tout ça. Ouais, carrément. Aujourd'hui, et puis c'est ce que j'aime aussi, j'aime bien transmettre, j'aime bien partager. Et là, enfin, avec les clients, ils ressortent avec un projet fini et ils maîtrisent quand même pas mal de sujets, Mm. que ce soit la fiscalité, les travaux, parce que souvent ils sont sollicités sur des prises de décision. Quand on rencontre des problèmes, je donne les solutions quand il y en a et je laisse choisir parfois les clients. Enfin, il y a quand même une belle montée en compétences aussi sur le domaine. Après, ça intéresse les gens, ça intéresse pas. Et tu vois, un de mes premiers clients, on a fait 3 lots ensemble et là, il en a racheté 2 tout seul, quoi. Donc ça, c'est cool. Ouais, tu Ça vois. veut dire que ça l'a rassuré et qui maintenant, il peut gérer ça tout seul et ça, c'est cool aussi. C'est ça et puis oui, c'est un coût, mais derrière moi à l'instant T et puis aussi mon associé, bah, on n'avait pas de temps. Donc pas de temps et forcément, bah, le temps c'est de l'argent donc après, tout on va dire tout travail mérite salaire donc ce qui est logique, hein et en tout cas pas déçu d'être passé par toi pour ce projet-là donc voilà. Si j'ai un conseil à donner, heu, voilà, pas hésiter à faire appel à du clé en main si les personnes, qui font ça sont, voilà, des personnes de confiance, des personnes qui font du job de qualité. Ouais, puis aujourd'hui, ce que je te disais tout à l'heure, il vaut mieux faire un truc qui peut être considéré comme moyen parce qu'il y a des honoraires au mieux et que la rentabilité en chiffres, elle est pas extraordinaire. Il vaut mieux faire ça que de rien faire et d'attendre 4, 5 ans d'inaction à pas investir, Mmh. pas faire de levier avec la banque. Et vraiment, Bah, faut se lancer. c'est ça, fait vaut mieux que parfait et surtout, moi j'ai démarré l'IMO où, en fait, voilà, tu voyais les vidéos où ils disaient qu'il fallait partir sur 12, 14 ou même des fois il y en a certains, ils annonçaient 15% de renta et j'avoue que tu un petit peu Mmh. matrixé par tout ça et moi, Ouais. en fait, mon tout premier projet, je crois que j'étais à 11,5 ou 12% de renta et du coup, sur le coup, je me suis dit: «Putain, c'est mon projet est pas ouf». Mais en Ouais. fait, je me suis quand même lancé. Le deuxième, j'étais à 10,5. Le troisième, j'étais autour de 10 ou 11, quelque chose comme Ouais, ça. c'est énorme. Et au Ça existe final, plus. tu vois, tu te disais, bah voilà, c'est pas parfait sur tel truc ou tel truc. Sauf qu'en parallèle, moi, j'avais aussi des copains dans l'IMO ou même des connaissances qui disaient, bah moi, je cherche tel projet, etc. Et en fait, moi, j'ai pu, voilà, en l'espace de 2 ans, quand j'ai démarré, 2, 3 ans, j'ai pu me constituer un patrimoine de 500 000 balles en ayant fait que des trucs, on va dire, moyen plus plus, alors que j'ai des potes, et ben derrière, ils ont rien fait ou ça a démarré plus tard, quoi. Mm. Et l'IMO, en fait, c'est une question aussi de temps, parce que tu t'enrichis, en fait, bah, des fois avec le cash flow, mais aussi avec le temps. Et en fait, tu t'enrichis avec le capital que tu amortis, tu t'enrichis aussi avec les potentiels plus-values que tu fais à la revente. Et en fait, l'IMO, c'est un domaine dans lequel le temps, il joue en ta faveur. Carrément. Donc, Faut être faut se patient. lancer. C'est ça. Maintenant, Alex, on va dire, pour clore le podcast, j'ai encore 3 4 petites questions que je pose à chaque invité. J'aimerais que tu nous dises si, bah, du coup, si en dehors de l'IMO, je précise, tu as d'autres passions. Euh, des passions. J'ai toujours aimé Passion, le foot. ok. Putain, Ah, d'ailleurs, il y a un sujet là. le Parce que foot. t'es stéphanois, je suis lyonnais. Après, voilà, j'aime pas les images que véhicule ce sport aujourd'hui, mais voilà. J'aime toujours aimer le sport aussi. Et là, il faut que je retrouve du temps. J'allais dire, j'ai pas le temps, mais non. Je prends pas le temps en ce moment d'en faire. Donc là, tu vois, je vais m'inscrire au marathon du Beaujolais. Comme ça, j'aurai plus le choix que de sortir et de m'entraîner. Le 21 ou le Non, 42? le 42, Le ouais. 42, ok. Ouais, ouais. Donc, ouais, le sport. Et puis, profiter, bien manger, bien boire avec les copains. Tu vois, ce week-end, on était au ski. C'était vraiment cool de sortir un peu du cadre aussi. Et puis ici, ma plus grande passion, c'est de voyager en camping-car maintenant. Ouais. C'est vraiment un sentiment de liberté. J'aurais jamais pensé, hein. Quand ma femme, elle m'a dit ça, je me suis dit, bah non, mais ça m'intéresse pas. Et si, en fait, c'est vraiment un sentiment de liberté. T'es pas bien, bah, le lendemain, t'es ailleurs. T'es bien, le lendemain, t'es là. Enfin, voilà. Vraiment super cool. Si vous avez jamais essayé, essayez même un week-end. Vraiment trop cool. Ok, trop bien. Avant, dernière question. J'aimerais savoir si du coup, tu investis ailleurs qu'en immobilier. Ou ailleurs que le marchand, ailleurs que le locatif. Non, non. Il faudrait, mais j'ai pas de Mhm. connaissances et bah je prends pas le temps de me former. Je pense qu'il faudrait que j'arrive à investir en bourse pour que ce soit un peu plus passif. Mais aujourd'hui, j'ai pas les connaissances, j'ai pas, enfin mon focus même financier, il est ailleurs.
On y allait ce matin, on va essayer d'acheter des bureaux. Ça demande du cash. Je préfère mettre le cash dans l'IMO. Je suis 100% IMO et les liquidités que j'ai, c'est sur des livrets A qui rapportent rien et qui me permettent de me rassurer moi, certainement psychologiquement. Et j'ai envie de te Si dire, ça... j'ai un peu de crypto, un peu de crypto? mais en fait, je sais même pas comment. J'avais investi dans du minage à l'époque Ok. et je sais même pas comment les récupérer, tu vois. Donc j'ai tout sur une ledger, mais je sais pas combien j'ai. J'ai un peu, pas beaucoup, mais si je devais les récupérer ce soir, je sais pas faire. Ok, Voilà. putain, énorme. Trop bien. Donc voilà. Et tu parlais aussi de liquidité sur le livret A ou autre en disant que ça te rassure toi. Je suis d'accord. Et je pense que dans un sens, ça peut aussi rassurer la banque. Moi, en ayant voilà mon expertise de banquier, voilà la personne qui va pas avoir un péco de côté ou qui va avoir tout en crypto ou tout en bourse ou autre. Ah, le risque. Enfin, il voit Euh, du risque En peut-être termes aussi. de risque, voilà, c'est ça. C'est pas forcément bien vu. Alors attention, hein, je dis pas c'est ce qu'il faut faire, mais pour moi, c'est pas déconnant aussi d'avoir un petit peu de dispo ou Mm. même si c'est 5, 10, 15 000 balles, au moins ça rassure la banque et au final tout le monde est content. Yes. Et dernière question, du coup, Alex, j'aimerais que tu nous dises ta vision de réussir sa vie. Pour toi, c'est quoi réussir sa vie? Réussir sa vie, c'est compliqué, hein. Je pense qu'il y a faut avoir un sentiment de liberté, mais bon, ça passe quand même par pas mal de sacrifices. C'est d'avoir un entourage, une famille sur qui tu peux compter. C'est de pas avoir de personnes néfastes autour de soi. Ok, Je fais certains choix dans ma vie aujourd'hui sur des entourages où si j'avais encore cet entourage-là, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. ok. Donc ouais, t'as fait le tri un Donc peu. ça a bien aidé, ouais, par la force des choses, ouais, mais oui, ça a bien aidé. Et après, réussir sa vie, c'est pas forcément financier. Moi, aujourd'hui, je me rémunère très peu. Euh, quand j'investis dans des trucs qui me passionnent. Et ouais, je pense que réussir sa vie, déjà, ça passe par faire un boulot enfin, faire un boulot. Vivre avec passion. Ok, Que ce soit avec ta famille, que ce soit dans la qualité du temps, au travail, au boulot. C'est pas facile, hein. Et aujourd'hui, je suis loin d'être focus, enfin d'être bon là-dedans. Mais ouais, ça passe pas forcément. L'argent, ça aide forcément. Parce que sans ça, bah, si t'as du mal à remplir ton frigo, bah, c'est compliqué, je pense, de réussir, enfin d'être heureux, même s'il y en a certainement qui arrivent. Mais ouais, moi j'ai besoin peut-être de gérer aussi mon temps, de me dire bah si vendredi je veux partir au ski, bah je peux partir au ski. Mais après chacun a sa vision du truc et ouais moi c'est vraiment passion, liberté et humain, on va dire. ok, Il me faut de la relation humaine, faut créer quelque chose avec des gens, transmettre. Ouais. Je sais pas ok. si ça répond, j'ai pas été très clair, C'est mais ta vision à toi, donc après... Ok. Bon bah écoute, je te remercie Alex pour ta participation. bah, merci à toi. On va aller manger. Allez, trop cool. Combien de temps?